Blueprint 33, construction d'héritage. Chapitre 1, je suis le bâtisseur de cathédrale, architecte d'un héritage durable. Je m'assois, je respire. Je suis ici, dans cette enveloppe de temps et d'espace qu'est à ma vie. J'ai couru, j'ai accompli, j'ai réussi. Je peux sentir le souvenir de la course, l'adrénaline du succès, l'accumulation de trophées et de possessions. C'était un jeu. Un jeu nécessaire peut-être, mais un jeu fini. Je ressens une nouvelle question qui émerge du silence. Une question plus profonde, plus lourde, plus vaste. Non pas « qu'est-ce que je peux obtenir ?», mais « qu'est-ce que je peux laisser derrière moi ?» Ma perspective change. Je ne me vois plus comme un athlète dans un sprint. Mon identité se transforme, je suis debout dans une clairière, au milieu d'une forêt ancienne. Devant moi, des piles de granit brut, des montagnes de chênes, des outils lourds et éprouvés. Autour de moi, des plans tracés non pas sur du papier, mais sur de la toile, montrant une structure d'une complexité et d'une beauté qui défient l'imagination. Une cathédrale. Je ne suis pas un ouvrier. Je suis le maître bâtisseur, je ressens le poids de cette nouvelle identité. Ce n'est pas le poids de l'ego, mais le poids de la responsabilité sacrée. Je ne construis pas une maison pour moi-même, pour y vivre le reste de mes jours. Je pose la première pierre d'une œuvre que je ne verrai jamais achevée. Mes mains ne construiront que les fondations, peut-être le début d'un mur. Mes enfants et mes petits-enfants, spirituels ou biologiques, construiront les nefs. Leurs enfants construiront les flèches. La cathédrale ne sera terminée que dans des siècles. Je ressens une paix profonde dans cette acceptation. Ma vie n'est plus une histoire qui se termine avec ma mort. Elle est le premier chapitre d'une épopée beaucoup plus grande. Je suis le bâtisseur de cathédrale, l'architecte d'un héritage durable. Mon travail n'est pas pour moi, il est pour les générations à venir. Et avec cette intention, je saisis mon premier outil. Chapitre 2. Je transcende le succès personnel pour viser la contribution significative. Je me reconnecte à cette sensation de bâtisseur. Je tiens dans mes mains les outils de mon art. Je regarde ma vie passée, mes succès. Je les vois comme des échafaudages, des structures temporaires que j'ai construites pour atteindre un certain niveau. Ils m'ont été utiles. Ils m'ont donné des compétences, des ressources, de la confiance. Mais ils ne sont pas l'œuvre elle-même. Je prends la décision consciente de démanteler ces échafaudages, l'un après l'autre. L'échafaudage de l'ego, ce besoin d'être reconnu et applaudi. L'échafaudage de l'accumulation matérielle, cette quête de sécurité dans les possessions. Je les démonte pièce par pièce, sans jugement, avec gratitude pour le service qu'ils m'ont rendu. Et en les retirant, je dégage la vue sur le véritable chantier. Je ressens un changement radical dans ma motivation. L'énergie du moi, ce que je peux gagner, comment je peux paraître, se dissout. Elle est remplacée par une énergie plus calme, plus vaste, plus durable. L'énergie du nous, du eux. Mon focus n'est plus le succès, c'est la contribution. Le succès est une mesure interne, égoïste. La contribution est une mesure externe, altruiste. Le succès est de gravir sa propre montagne. La contribution est de tracer un chemin pour que d'autres puissent gravir la leur. Je ne me demande plus « est-ce que cela me fera avancer ?» Je demande « est-ce que cela servira la cathédrale ? Est-ce que cela aidera les bâtisseurs qui viendront après moi ?» Ce n'est pas un sacrifice, c'est une expansion. Mon sentiment de soi s'élargit pour inclure ceux qui ne sont pas encore nés. Mon horizon de satisfaction s'étend au-delà de ma propre vie. Je ressens une libération immense. Le jeu du succès personnel est un jeu fini. Le jeu de la contribution significative est un jeu infini. Et je choisis de jouer le jeu infini. Chapitre 3. Je pense en termes de décennies et de générations. Je suis sur le chantier. Le plan de la cathédrale est devant moi. La tâche est immense. Si je la regarde avec mes anciens yeux, ceux qui mesuraient le temps en jours et en trimestres, je suis submergé par le désespoir. C'est impossible, c'est trop grand, trop long, je dois changer mon unité de mesure du temps, je dois recalibrer mon horloge interne. Je m'assois sur une des pierres de fondation et je pratique une nouvelle forme de méditation. Je ne me concentre pas sur le moment présent, je me concentre sur le temps profond. Je zoome en arrière, je vois ma propre vie. Non pas comme une éternité, mais comme un minuscule segment lumineux sur une ligne de temps immense. Je vois la vie de mes parents avant moi, celle de mes grands-parents avant eux. Je vois la longue chaîne des générations qui m'ont précédé. Puis, je regarde vers l'avant. Je vois mes enfants, si j'en ai. Je vois leurs enfants. Je vois leurs petits-enfants. Je vois la chaîne s'étendre dans le futur, bien au-delà de l'horizon de ma propre existence. Je ne suis pas un point isolé. Je suis un maillon, un pont entre le passé et le futur. Cette perspective change tout. La pression de devoir tout accomplir, maintenant, pendant ma seule vie, s'évapore. Mon anxiété est remplacée par une patience stratégique. Je ne pense plus en termes de ce que je peux achever cette année.
Je pense en termes de ce que je peux initier dans cette décennie pour que la prochaine génération puisse construire dessus. Je ne prends plus de décisions basées sur la gratification à court terme. Je prends des décisions basées sur l'impact à long terme. Est-ce que cette action renforcera les fondations pour les 100 prochaines années? Je ne plante pas des légumes pour la récolte de cet été. Je plante des chênes. Je ne verrai jamais leur pleine majesté, mais je sais que mes descendants s'assiéront à leur ombre. Je suis devenu un gardien du temps long. Chapitre 4. Je définis l'impact durable que je souhaite avoir sur le monde. Je suis le bâtisseur, et mon horizon temporel s'étend sur des générations. Je suis prêt à poser la première pierre. Mais quelle pierre? Une cathédrale n'est pas un assemblage aléatoire de roches. Elle a un but, une fonction, une âme. Avant de commencer la construction physique, je dois définir avec une clarté absolue l'essence de l'œuvre. Je dois définir l'impact. Je me retire dans la chambre de l'architecte, loin du bruit du chantier. Je prends une grande feuille de toile vierge. C'est le testament de mon intention. Je ne me pose pas la question « Qu'est-ce que je veux faire ?» Je me pose une question plus profonde. Quel changement est-ce que je veux voir dans le monde longtemps après mon départ? Je ne pense pas en termes d'action, mais de conséquences. Je ne pense pas en termes de produits, mais d'effets. Je veux voir un monde où plus de gens ont accès à, je veux voir une communauté où, je veux laisser derrière moi un corpus de connaissances qui permettra aux autres de, je distille cette intention jusqu'à son noyau le plus pur, je la formule en une seule phrase. Ce n'est pas ma mission de vie personnelle qui est mon comment. C'est ma déclaration d'héritage, mon pourquoi ultime. Laisser derrière moi un système qui rend l'éducation de qualité accessible à tous, indépendamment de leur origine. Ou créer une œuvre d'art qui rappelle aux générations futures la beauté de la compassion. Cette phrase est ma pierre angulaire. C'est la première pierre, la plus importante, celle qui définit l'orientation de toutes les autres. C'est le principe organisateur de ma cathédrale. Je l'écris sur ma toile. Je la grave dans mon esprit. Désormais, chaque décision, chaque allocation de ressources, chaque pierre que je choisirai de tailler sera mesurée à l'aune de cette seule déclaration. Sert-elle l'impact? Nous rapproche-t-elle de ce but transgénérationnel? C'est le début de la construction intentionnelle. Chapitre 5. Mon héritage est ancré dans mes valeurs fondamentales. J'ai ma pierre angulaire, ma déclaration d'impact. C'est le quoi et le pourquoi de ma cathédrale. Je dois maintenant définir le comment de la construction. Non pas sur le plan technique, mais sur le plan éthique. Une cathédrale construite par des esclaves, aussi belle soit-elle, est une abomination. La manière dont l'œuvre est construite est aussi importante que l'œuvre elle-même. Je retourne vers les tablettes de pierre que j'ai excavées lors de la quête de ma mission. Mes valeurs fondamentales, l'intégrité, la liberté, la maîtrise, la croissance, je les prends une par une. Ce ne sont plus seulement des guides pour ma vie personnelle. Elles deviennent la constitution, le code de conduite de mon chantier transgénérationnel. Je ressens leur poids et leur permanence. Mon héritage ne sera pas seulement la cathédrale elle-même, mais la culture de construction que je vais instaurer. Je prends la décision irrévocable que chaque action entreprise pour construire cette œuvre doit être en parfait alignement avec ses valeurs. Je n'utiliserai jamais le mensonge pour faire avancer ma cause, car l'intégrité est une de mes fondations. Je ne créerai jamais un système qui asservit les autres, car la liberté est une de mes lois. Je ne tolérerai jamais la médiocrité dans le travail, car la maîtrise est l'un de mes principes. Mes valeurs deviennent les contraintes créatives de mon projet. Elles sont les murs invisibles qui guident les bâtisseurs. Elles garantissent que la cathédrale ne sera pas seulement belle à regarder, mais qu'elle sera saine dans sa structure, qu'elle émanera une énergie de droiture et de noblesse. Je ne laisse pas seulement une structure de pierre, je laisse une façon de bâtir. C'est un héritage de caractère. Chapitre 6. Je concentre mes ressources sur mon œuvre majeure. La déclaration d'impact est claire, la constitution des valeurs est ratifiée, le chantier est ouvert. Je regarde autour de moi, je vois une myriade de projets possibles. Construire une petite chapelle ici, un joli clocher là, réparer une vieille gargouille, ce sont des tâches utiles, gratifiantes à court terme. L'ancien moi, avide de succès rapide, se serait dispersé. Le bâtisseur de cathédrale sait que la dispersion est l'ennemi de la grandeur. Je dois faire le choix le plus difficile et le plus important, le choix de la concentration. Je comprends que mes ressources, mon temps, mon énergie, mon capital sont finis. Chaque heure que je passe à construire une chapelle est une heure que je ne passe pas à poser les fondations massives de la nef centrale. Je dois accepter de paraître moins productif à court terme pour être infiniment plus impactant à long terme. Je deviens un essentialiste de l'héritage. Je regarde tous les projets possibles à travers le filtre de ma déclaration d'impact. Seuls ceux qui contribuent directement et massivement à la construction de la cathédrale sont retenus. Tout le reste,
aussi tentant soit-il, est un non ferme et définitif. Je prends la décision de consacrer la part du lion de mes meilleures années, de mon énergie la plus créative, à une seule chose, mon œuvre majeure. Mon magnum opus. Je ressens une focalisation intense s'installer en moi. Ce n'est pas une limitation, c'est une canalisation. C'est la différence entre une ampoule qui diffuse une lumière faible dans toutes les directions et un laser qui concentre toute son énergie en un seul point capable de percer l'acier. Je ne construis plus des dizaines de petites choses. Je consacre ma vie à la construction d'une seule grande chose. Chapitre 7. Je capture et je transmets ma sagesse et mes connaissances. Je suis sur le chantier, concentré sur mon œuvre majeure. Je taille la pierre, je lève les poutres. Je développe une maîtrise intime de mon art. Je ressens la connaissance s'accumuler dans mes mains, dans mon corps, dans mon esprit. Les leçons apprises des erreurs, les raccourcis découverts par l'expérience, les principes profonds révélés par la pratique. L'ancien moi aurait gardé cette sagesse pour lui comme un avantage concurrentiel. Le bâtisseur de cathédrale sait que son corps est mortel, mais que la connaissance peut être immortelle si elle est transmise. Mon travail de construction s'accompagne d'un travail de documentation. Je deviens le scribe de mon propre chantier, je ne me contente pas de faire, j'explique pourquoi je fais. Je crée les manuels pour les générations futures. J'écris les plans, non seulement de la structure finie, mais du processus de construction lui-même. Je documente mes échecs avec encore plus de soin que mes succès, car je sais qu'ils sont les leçons les plus précieuses. Je transforme mon savoir-faire tacite en principes explicites. Je crée des systèmes, des checklists, des philosophies. Je ne cherche pas à créer des disciples qui m'imitent aveuglément. Je cherche à transmettre des premiers principes pour que les futurs bâtisseurs puissent innover à partir de mes fondations, et non simplement les copier. Je vois cet acte de transmission non pas comme une tâche secondaire, mais comme une partie intégrante de la construction. Chaque heure passée à écrire, à enseigner, à mentoriser, est une heure passée à renforcer la cathédrale. C'est l'assurance que le chantier ne s'arrêtera pas avec mon dernier souffle, c'est l'acte de transformer ma sagesse personnelle en un capital transgénérationnel. Je ne construis pas seulement avec de la pierre, je construis avec de la connaissance. Chapitre 8. Je construis des systèmes qui perpétuent mon impact. La transmission de la connaissance est essentielle, mais je suis un réaliste. Je sais que la connaissance seule peut se diluer, être mal interprétée ou oubliée. Pour que mon héritage soit véritablement durable, il doit être inscrit non seulement dans des livres, mais aussi dans des structures. Je dois construire non seulement la cathédrale, mais aussi l'écosystème qui la soutiendra et la maintiendra. Je déplace mon attention de l'artefact, la cathédrale, vers l'organisme. Le chantier. Je ne suis plus seulement un architecte, je suis un organisateur. Je conçois des systèmes. Je mets en place une fondation, une institution, une entreprise qui a pour mission de continuer l'œuvre. Je définis sa gouvernance, ses sources de revenus, sa culture. Je ne la construis pas autour de ma personnalité charismatique. C'est un point de fragilité. Je la construis autour d'idées, de principes et de processus si robustes qu'ils peuvent fonctionner sans moi. Je pense comme un ingénieur des systèmes sociaux. Je crée des boucles de rétroaction qui permettent à l'organisation de s'améliorer avec le temps. Je mets en place des mécanismes qui garantissent que les ressources sont toujours allouées en accord avec la mission originelle. Je conçois des rituels et des traditions qui transmettent les valeurs fondamentales de manière implicite et puissante. Mon but est de créer une machine qui produit l'impact que je désire, une machine qui a sa propre énergie, sa propre intelligence et qui peut continuer à tourner, à s'adapter et à grandir longtemps après que son créateur a disparu. Je ne construis pas un monument, je lance un mouvement. Chapitre 9. Je développe la prochaine génération de leaders. J'ai la connaissance capturée, j'ai le système en place, mais une machine, aussi bien conçue soit-elle, a besoin d'opérateurs. Un mouvement a besoin de porteurs de flambeaux. La partie la plus vivante et la plus importante de mon héritage n'est pas la pierre ou le papier, ce sont les gens. Mon rôle ultime de bâtisseur est de devenir un mentor. Je regarde autour de moi sur le chantier. Je ne cherche plus des ouvriers compétents. Je cherche des apprentis maîtres. Je repère ceux qui ont une étincelle dans les yeux, ceux qui partagent les valeurs fondamentales, ceux qui ont le potentiel non seulement d'exécuter, mais de créer. Et je les prends sous mon aile. Je ne leur donne pas des réponses. Je leur pose des questions. Je ne leur montre pas comment faire. Je leur crée des défis qui les forcent à découvrir par eux-mêmes. Je leur délègue de plus en plus de responsabilités, non pas seulement les tâches, mais le pouvoir de décision. Je les laisse faire des erreurs coûteuses, et je suis là, non pas pour les blâmer, mais pour les aider à en extraire la leçon.
Mon but n'est pas de créer des clones de moi-même. Mon but est de les aider à devenir la version la plus puissante d'eux-mêmes. Je les pousse à me défier, à remettre en question mes méthodes, à trouver de meilleures façons de construire. Je ressens une joie profonde et paternelle à les voir grandir, à les voir me dépasser en compétences dans certains domaines. Je sais que la pérennité de ma cathédrale ne dépend pas de ma propre brillance, mais de ma capacité à allumer la flamme du leadership chez les autres. Je ne suis pas le héros de l'histoire. Je suis le mentor qui prépare le héros pour son propre voyage. Chapitre 10. Mon identité est liée à ma contribution, pas à mon contrôle. Le chantier bourdonne d'activités. Les systèmes que j'ai mis en place fonctionnent avec efficacité. Les nouveaux leaders que j'ai formés prennent des décisions audacieuses et sages, parfois meilleures que les miennes. Je vois la cathédrale grandir, prendre une forme qui est à la fois fidèle à ma vision originelle et enrichie par les apports des autres. L'ancien moi, l'ego, pourrait ressentir une pointe de jalousie, une peur de devenir obsolète, un désir de reprendre le contrôle pour prouver sa pertinence. Je ressens cette vieille contraction. Je l'observe et je la laisse se dissoudre dans une compréhension plus vaste. Je pratique l'acte final de la maîtrise, le lâcher-prise. Je déplace consciemment mon identité. Elle n'est plus « je suis le bâtisseur », elle devient « je suis celui qui a initié la construction ». Mon sentiment de valeur n'est plus lié à mon action quotidienne, à ma présence indispensable sur le chantier. Il est lié à la pérennité et à la vitalité de l'œuvre elle-même. Je me réjouis de mon obsolescence. C'est la preuve ultime de mon succès. Cela signifie que j'ai construit quelque chose qui est plus grand que moi, quelque chose de véritablement durable. Je ne suis plus le moteur, je suis le fondateur. Je ne suis plus le capitaine, je suis le concepteur du navire. Mon rôle change. Je deviens le gardien silencieux de la vision, le sage conseiller que l'on vient consulter, mais qui n'interfère plus dans les opérations. Je trouve ma satisfaction non plus dans le faire, mais dans le voir faire. Je me détache du contrôle, car je sais que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de tenir les rênes, mais dans le fait d'avoir créé un système si robuste qu'il n'a plus besoin de rênes. Chapitre 11. Je suis en paix, sachant que mon œuvre continue de croître au-delà de moi. Je suis vieux maintenant. Mes mains, qui ont taillé tant de pierres, sont noueuses et fatiguées. Je ne vais plus sur le chantier tous les jours. Parfois, je monte sur la colline voisine et je regarde la cathédrale. Elle s'élève haut dans le ciel. Des flèches que je n'ai jamais dessinées perçant les nuages. Des vitraux dont je n'ai jamais imaginé les couleurs filtrent la lumière du soleil. Le son des marteaux et des chants des bâtisseurs me parvient, porté par la brise. C'est un son de vie, de continuité, de croissance. Je ne ressens aucune tristesse de ne pas l'avoir achevé. Je ne ressens aucun regret pour les erreurs que j'ai pu commettre. Je ressens une paix profonde, une sérénité qui transcende le temps. Mon corps est mortel, mon temps est presque écoulé. Mais mon impact, mon héritage, l'énergie que j'ai mise en mouvement sont désormais immortels. J'ai planté un chêne, j'ai lancé un mouvement. J'ai posé les fondations d'une œuvre qui servira des générations que je ne connaîtrai jamais. J'ai été un bon maillon dans la chaîne. J'ai pris le flambeau du passé, je l'ai fait briller de mon mieux et je l'ai transmis à des mains plus jeunes et plus fortes. C'est assez. C'est tout. Je ferme les yeux. Le bruit du chantier se fond dans le bruit du vent. Je ne suis plus le bâtisseur. Je suis la pierre de fondation, silencieuse, invisible, mais soutenant tout l'édifice, et je suis en paix.